Je suis Maxime, 32 ans, et je suis rentré chez moi pour trouver toute ma vie jetée sur la pelouse devant ma maison, tandis que ma famille organisait une fête pour célébrer mon expulsion. C'était un mardi soir. Je me souviens du jour exact car je venais de passer 11 heures à l'entreprise de logistique où je travaillais comme directeur régional. J'étais épuisé, mes épaules me faisaient mal et ma cravate me semblait être un nœud coulant. Au moment où je suis entré dans le quartier, j'avais tout juste reçu une promotion ce matin-là. Une promotion vraiment solide qui s'accompagnait d'une augmentation significative de mon salaire. Toute la journée, j'avais eu ce sentiment naïf et chaleureux dans ma poitrine. J'avais pensé emmener ma famille dans un bon steakhouse pour fêter ça. J'avais pensé qu'enfin mon père me regarderait et me donnerait ce signe d'approbation ferme que je cherchais depuis l'âge de 10 ans. J'avais pensé que ma mère sourirait et dirait qu'elle était fière. Au lieu de cela, j'ai tourné ma voiture dans ma rue et j'ai vu un éclat massif de projecteurs illuminant notre cour avant. Au début, j'ai cru qu'il y avait une urgence. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'ai appuyé sur l'accélérateur, accélérant sur les dernières centaines de mètres. Mais en me rapprochant, les lumières clignotantes ne provenaient pas de voitures de police ou de camions de pompiers. Elles provenaient de stroboscopes de fête loués. Une musique country forte et désagréable faisait vibrer les vitres de ma berline. J'ai mis la voiture en stationnement au bord de l'allée et je me suis juste assis là. Mon cerveau refusait de traiter la scène. Étendu sur l'herbe humide, illuminé par les lumières crues, se trouvaient mes affaires. Mes vêtements, mes manteaux d'hiver, les bottes en cuir coûteuses que j'avais achetées pour le travail, mes livres, mon support d'ordinateur portable, mon kit de rasage, tout ce que je possédais, jeté pêle-mêle comme des sacs poubelles déchirés par des animaux sauvages. Certaines de mes chemises étaient accrochées au rosier. Et derrière cette mer de ma vie éparpillée se tenait ma famille, mes proches, mon sang. Ils tenaient des gobelets en plastique rouge, riaient, buvaient et montraient du doigt. Mon oncle, mes cousins, les amis de mes parents du quartier, des inconnus que je reconnaissais à peine. Une immense bannière blanche, imprimée professionnellement, était tendue entre les deux grands chênes de la cour avant. Les lettres rouges audacieuses hurlaient « Dégage, parasite !» Ne reviens jamais. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. Mes mains tremblaient, non par peur, mais à cause d'un choc soudain et glaçant qui paralysait mes nerfs. Je suis sorti de la voiture. Le gravier crissait sous mes chaussures et le bruit de la portière de ma voiture qui se refermait a fait tourner quelques têtes. Tante Carole fut la première à me repérer. Elle oscillait près des marches du Porsche, un verre de margarita dans sa main. Son visage était rouge, son maquillage étalé. Elle a pointé un doigt manucuré directement sur ma poitrine et a hurlé par-dessus la musique, « Regardez qui a enfin décidé de se montrer. » Plus de 30 ans et toujours personne. Toujours à vivre sous le toit de papa et maman. Bon débarras. La foule a éclaté de rire. Un rire authentique et véritable. Ils appréciaient cela. Ils célébraient mon humiliation. J'ai regardé au-delà de Carole et j'ai trouvé ma mère, Sophie. Elle se tenait près de la table des collations. Lorsque nos regards se sont croisés, elle n'a pas couru vers moi. Elle n'a pas semblé horrifiée. Elle a juste pressé ses lèvres l'une contre l'autre, croisé les bras et détourné le regard. Ce petit geste lâche fut comme un couteau glissant entre mes côtes. Puis la foule s'est écartée et mon père Antoine a avancé. Il portait sa chemise polo préférée, l'air beaucoup trop satisfait de lui-même. Il tenait une assiette en carton dans une main. Il s'est arrêté à environ 3 mètres de moi, m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Ce n'était pas un sourire de colère. C'était le sourire suffisant et triomphant d'un homme qui pensait avoir gagné une guerre. Il a pris un hot-dog grillé de son assiette et l'a jeté négligemment en l'air. Il a atterri avec un bruit doux et pathétique juste à côté de ma chaussure droite. « Ton dernier repas gratuit, mon fils, dit-il, sa voix assez forte pour que la foule l'entende. Il est temps d'être un homme. Quitte ma propriété. » Mon frère cadet, Lucas, l'enfant doré de la famille, se tenait sur le porche, tenant son téléphone. Il retransmettait tout en direct, mon exécution publique. Je suis resté là, ce qui m'a semblé une éternité. Chaque instinct de mon corps me criait de foncer, de renverser les tables, de crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Je voulais leur demander qui, selon eux, payait l'hypothèque sur laquelle ils se tenaient. Je voulais demander à Antoine qui payait les courses qu'il jetait à mes pieds, mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé le hot-dog. J'ai regardé la bannière.
J'ai regardé les visages de ma soi-disant famille, déformés par une laide et ivre amusement, et soudain la colère a disparu. Elle a été remplacée par une clarté froide et absolue. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai levé l'appareil photo. Clic. Une photo de mes affaires éparpillées comme des déchets. Clic. Une photo de l'énorme bannière insultante. Clic. Une photo d'Antoine, de Carole et de ma mère sous les projecteurs. J'ai baissé mon téléphone, je leur ai tourné le dos, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je n'ai pas fait de sac. Je n'ai pas récupéré mes vêtements. J'ai tout laissé sur la pelouse. J'ai conduit dans la nuit, laissant la musique et les rires derrière moi. J'ai conduit sans but pendant environ 1 heure. Mes jointures étaient blanches sur le volant et ma respiration était superficielle. Je n'avais pas de plan. Je savais juste que je ne pourrais jamais retourner dans cette maison. Je me suis garé devant un motel miteux et délabré à la périphérie de la ville, mais l'enseigne néon, pas de chambre, clignotait de manière moqueuse. Je me suis arrêté à une station-service et j'ai commencé à chercher sur mon téléphone. J'avais besoin d'un appartement. Pas la semaine prochaine, pas demain. Ce soir. J'ai trouvé une annonce pour un complexe de location à court terme bon marché dans une zone industrielle de la ville. J'ai appelé le numéro. Miraculeusement, un homme à la voix rauque nommé Monsieur Bernard a répondu. Je lui ai offert le double du dépôt s'il pouvait me rencontrer avec les clés dans 20 minutes. Il a accepté. Le bâtiment était un bloc de béton brutaliste et sinistre. Les couloirs sentaient le tabac froid et le chou bouilli. Monsieur Bernard, un homme plus âgé aux yeux fatigués et à la veste épaisse, m'a tendu une seule clé en laiton. Appartement 304. La porte coince un peu. Il faut soulever la poignée en poussant. Pas de musique forte après 22 heures. Je lui ai donné l'argent, j'ai pris la clé et j'ai monté les 3 étages. Je me suis tenu devant la porte marron écaillée du 3004. J'ai fait ce qu'il a dit, j'ai soulevé la poignée, j'ai poussé mon épaule contre le bois, et je suis entré en trébuchant. J'ai actionné l'interrupteur. Une seule ampoule nue a clignoté au plafond, projetant des ombres dures dans une petite pièce vide. La moquette était tachée. Les murs étaient d'un beige délavé et déprimant. Et la cuisine se composait d'un évier, d'un mini-réfrigérateur et d'une plaque chauffante. Il n'y avait pas de meubles, juste un vieux radiateur qui sifflait dans le coin. J'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce et je me suis assis sur la moquette rêche. Je portais toujours mon costume de travail. La cravate s'est enfin desserrée autour de mon cou. J'ai attendu que la panique s'installe. J'ai attendu que le poids écrasant de l'itinérance, du rejet me suffoque. Mais cela n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai écouté. J'ai entendu le faible bourdonnement du mini-réfrigérateur. J'ai entendu une sirène hurler à des kilomètres. J'ai entendu le vent faire claquer la fenêtre à simple vitrage. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, je n'ai pas entendu mon nom être crié. Maxime, l'évier est bouché. Maxime, ton frère a besoin d'être conduit. Maxime, as-tu transféré l'argent pour l'assurance? Le silence était assourdissant. Il était épais, lourd et absolument magnifique. Dans cette pièce délabrée et vide, j'ai réalisé dans quel vacarme j'avais vécu. J'avais passé toute ma vie d'adulte à être un amortisseur pour leur chaos. J'étais le manager, le distributeur automatique, le réparateur, et maintenant j'étais juste un gars assis sur une moquette sale dans l'unité 304. Et je respirais librement. Je n'avais pas de lit, alors j'ai appuyé mon dos contre le mur et j'ai sorti mon téléphone. La batterie était à 30%. J'ai ouvert ma galerie de photos, avec l'intention de regarder les photos que j'avais prises de la pelouse, mais mon pouce a glissé et j'ai commencé à faire défiler vers le haut, vers les années passées, à travers l'histoire de la famille Dubois. Les gens gardent généralement des photos de vacances, d'anniversaires et de visages souriants. Ma galerie était un cimetière de reçus numériques. Je me suis arrêté sur une capture d'écran d'il y a 3 ans. C'était une confirmation de virement bancaire, 3000 $. Je me souvenais clairement de ce jour. Antoine était entré dans la cuisine, le visage pâle, agitant une lettre du comté. Les impôts fonciers étaient fortement en retard et il menaçait d'une saisie sur la maison. Il ne m'a pas demandé d'aide. Il a juste jeté la lettre sur le comptoir,
m'a regardé et a dit, « Je suppose que nous vivrons sous une tente le mois prochain. » J'avais vidé mon compte d'épargne cet après-midi-là. Il n'a jamais dit merci. J'ai fait défiler plus loin. Une photo d'une conduite d'eau rouillée. C'était la catastrophe de plomberie de 2021. 2000. Une capture d'écran d'un portail de paiement des frais de scolarité. C'était le fonds d'études de Lucas. Le garçon ne pouvait pas garder un emploi à temps partiel pour sa vie. Alors, j'ai couvert ses livres, ses frais de dortoir, ses plans de repas, le reçu de pharmacie, les médicaments de marque coûteux de Sophie sur lesquels elle insistait au lieu des génériques. Chaque glissement de mon pouce était un témoignage de mon hémorragie financière. Je regardais l'architecture de mon propre asservissement. Il m'appelait un parasite, et Carole le criait. Antoine l'a imprimé sur une énorme bannière. Mais la vérité, la laide et indéniable vérité qui me regardait depuis l'écran lumineux de mon téléphone, c'est que j'étais le fondement de cette maison. J'ai payé les factures de services publics. J'ai couvert les insuffisances hypothécaires. J'ai financé leur illusion de classe moyenne confortable. Ils ne me haïssaient pas parce que j'étais un fardeau. Ils me haïssaient parce que ma seule présence était un rappel constant de leur propre incompétence. Ils en voulaient à la main qui les nourrissait, alors ils ont décidé de la mordre devant un public. J'ai verrouillé le téléphone et j'ai posé ma tête contre le mur froid. La colère que je n'avais pas ressentie sur la pelouse est finalement arrivée. Elle ne brûlait pas à chaud. Elle s'est installée dans mon estomac comme un bloc de glace. Je n'allais pas pleurer pour une famille qui me traitait comme un portefeuille jetable. J'allais fermer le coffre-fort. Je devais m'être assoupi assis, car le vrombissement aigu de mon téléphone vibrant contre les plaintes m'a réveillé en sursaut. La pièce était plongée dans le noir. Les lumières des réverbères à l'extérieur projetaient de longues ombres squelettiques sur le tapis. J'ai tendu la main à l'aveuglette, j'ai attrapé le téléphone et j'ai plissé les yeux vers l'écran. Il était 2h14 du matin. Moins de 7 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais été publiquement humilié et jeté à la rue comme des ordures de la veille. Le message texte venait de Lucas. J'ai fixé son nom. Une partie de moi, la partie pathétique et conditionnée du grand frère que j'étais, pensait que peut-être il prenait de mes nouvelles. Peut-être que la fête était finie. L'alcool s'était dissipé et il avait réalisé à quel point la nuit avait été folle. Peut-être me demandait-il si j'avais un endroit où dormir. J'ai ouvert le message, « Salut l'ami, maman pleure. La compagnie d'électricité a envoyé un dernier avis aujourd'hui. La facture est super en retard. Papa dort et il se fâche quand on lui pose des questions sur les factures. Peux-tu au moins envoyer $400 pour la couvrir afin que le courant ne soit pas coupé demain ?» Je l'ai lu une fois, puis je l'ai relu. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents me faisaient mal. Une veine palpitait à ma tempe. Peux-tu au moins envoyer $400 ? Pas, ça va ? Pas, où es-tu ? Pas, je suis désolé qu'ils aient fait ça, moins d'une demi-journée après avoir jeté mes vêtements dans la saleté, après que son père m'ait jeté de la nourriture aux pieds. Après qu'il ait lui-même retransmis en direct mon exil pour des points internet. Il avait l'audace absolue et sans borne de me demander de payer la facture d'électricité. C'était stupéfiant. C'était un niveau de droit si profond qu'il frôlait la maladie mentale. Il s'était réellement convaincu que me virer était un événement distinct de mon utilité financière. Il pensait pouvoir bannir le film et garder le distributeur automatique. Je n'ai pas tapé de réponse furieuse. Je ne l'ai pas appelé pour crier. Faire cela signifierait que je me souciais encore suffisamment pour me battre. Au lieu de cela, j'ai appuyé mon pouce sur l'écran, j'ai glissé à gauche sur son fil de conversation et j'ai appuyé sur supprimer. Ensuite, je suis allé sur son profil de contact et j'ai appuyé sur bloquer. Je me suis allongé sur la moquette dure, utilisant ma veste de costume comme oreiller, et j'ai fixé le plafond. Le bloc de glace dans mon estomac s'est transformé en acier solide. Ils voulaient que je parte. Très bien. Mais ils allaient apprendre très vite que lorsque le parasite part, le confort gratuit prend fin. Le lendemain matin, à 8 heures, j'étais la première personne devant les portes vitrées de ma banque. Mon costume était froissé, et je sentais probablement le couloir en béton, mais mon esprit était plus aiguisé qu'il ne l'avait été depuis des années. Au moment où les portes se sont déverrouillées, je me suis dirigé directement vers un guichetier. J'ai besoin d'ouvrir un tout nouveau compte courant et un compte d'épargne. Individuel, sans accès conjoint,
et je dois transférer chaque centime de mes comptes actuels vers les nouveaux. Avec effet immédiat, la guichetière, une femme aimable d'une cinquantaine d'années, a traité les documents. Pendant qu'elle tapait, j'ai ouvert le portail RH sur mon téléphone et j'ai redirigé mon nouveau salaire, plus important, directement vers le nouveau numéro de compte. Très bien, monsieur Dubois, dit la guichetière en me tendant une pile de papier. Vos anciens comptes sont maintenant fermés. Aucun prélèvement automatique ne sera traité via ceci. Merci, ai-je dit. Je suis allé au café d'à côté, j'ai commandé un grand café noir et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais du travail à faire. Je me suis connecté à la compagnie d'électricité, à la compagnie d'eau, aux fournisseurs d'accès Internet, aux services de streaming, au portail d'assurance automobile. Un par un, je suis allé dans les paramètres de paiement et j'ai supprimé les informations de ma carte de crédit. J'ai retiré mon nom des fonctions de paiement automatique. J'ai délié mes comptes bancaires du PayPal de ma mère et du Venmo de Lucas. Je démantelais systématiquement l'infrastructure invisible qui maintenait le foyer Dubois en marche. Alors que je parcourais mes relevés bancaires récents pour m'assurer de n'avoir manqué aucun prélèvement récurrent, une transaction spécifique a attiré mon attention. C'était un retrait d'il y a 5 semaines. 8 000 $. J'ai froncé les sourcils, traçant la ligne avec mon doigt. Ah oui, le fonds d'urgence pour le toit. Antoine m'avait appelé au travail, paniqué, affirmant que le toit du garage s'effondrait et que l'entrepreneur avait besoin d'un dépôt massif immédiatement, sinon l'eau détruirait les fondations. J'avais viré l'argent le jour même. Je travaillais des heures supplémentaires pour reconstituer mes économies depuis lors. Je me suis souvenu de quelque chose. La semaine dernière, Antoine était arrivé à la maison dans une Porsche Macan impeccable, légèrement d'occasion. Il se pavanait sur l'allée, disant aux voisins qu'il avait fait une affaire en or chez le concessionnaire et qu'un homme de son âge méritait un peu de luxe. Quand je lui ai demandé comment il l'avait payé, il m'a repoussé en disant qu'il avait déplacé des investissements. J'ai recherché les informations de routage du transfert de 8 000 $. J'ai retracé le numéro de compte du destinataire. Il n'appartenait pas à un entrepreneur en toiture locale. Il appartenait à une société de financement automobile. Je me suis calé dans ma chaise, le café devenant amer dans ma bouche. Il n'y avait pas d'urgence de toit. Il avait pris mon argent, de l'argent pour lequel j'avais travaillé des nuits et des week-ends, et l'avait utilisé comme acompte pour une voiture de sport de luxe afin de se donner des airs auprès de ses amis golfeurs. Et un mois plus tard, il m'a jeté un hot-dog au pied et m'a mis à la porte. À ce moment-là, je ne savais pas à quel point le prix qu'ils paieraient pour leur méchanceté serait élevé. Point. J'ai fermé l'ordinateur portable. L'audit était terminé. Les ponts étaient brûlés. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de m'asseoir et de regarder le feu se propager. Une semaine passa. J'ai acheté un matelas bon marché, une cafetière décente et une petite table pour l'appartement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Au travail, ma promotion me tenait occupé. Je gérais des comptes plus importants, voyageais un peu, et pour la première fois, tout mon salaire restait sur mon propre compte bancaire. Voir les chiffres augmenter au lieu de disparaître instantanément était une sensation étrange et enivrante. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. J'avais bloqué Lucas, mais les numéros de mes parents étaient toujours ouverts. Ils jouaient obstinément le jeu de l'attente, supposant que je souffrais en silence et que je reviendrais finalement en rampant pour mendier mon ancienne chambre. Ils avaient tort. Un jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Marc, un ancien collègue qui habitait à 2 rues de chez mes parents. Marc était un bon gars, franc et un allié loyal quand les choses se compliquaient à l'ancien travail. « Salut Maxime », dit Marc, sa voix un peu hésitante. « Ça va, mon pote ? » ?»« Je vais bien, Marc. »« Même mieux, en fait. »« Pourquoi ? » ?»« Eh bien, ça devient assez bruyant chez ton père. Je promenais mon chien devant chez toi hier soir et Antoine était sur l'allée, hurlant dans son téléphone portable. Quelque chose à propos du Wi-Fi coupé et menaçant de poursuivre la compagnie de câble. J'ai laissé échapper un court rire sincère. Ouais, ils ont probablement manqué un paiement. Manqué un paiement ? Maxime, le gars de la compagnie d'électricité était là ce matin pour mettre une étiquette sur le compteur. Je pense qu'ils vont couper le courant. Es-tu sûr que tout va bien ? Tu n'es pas dans le coin. J'ai déménagé, Marc, ai-je dit simplement. Ou plutôt, on m'a déménagé.
Marc est resté silencieux un instant. Il savait tout ce que je faisais pour cette famille. Zut, marmonna-t-il. Eh bien, quoi que tu aies fait, l'endroit s'effondre sans toi. Ta mère était dans le jardin en pleurant devant le facteur. J'ai remercié Marc pour les nouvelles et j'ai raccroché. Les dominos commençaient à tomber. Le Wi-Fi fut la première victime. Un inconvénient mineur, mais dans une maison construite sur les écrans et les distractions, ce fut la première fissure dans les fondations. Le manque d'Internet a frappé Lucas le plus durement. Mon frère avait 22 ans, suivait des cours de commerce au collège communautaire local, et il traitait la vie comme des vacances prolongées. C'était l'enfant doré, celui qui ne pouvait rien faire de mal, celui dont le potentiel était toujours nourri, principalement avec mon argent. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir exactement comment sa semaine s'était déroulée. Il avait un énorme examen final de qualification pour son cours de licence immobilière. Ces 2 dernières années, c'est moi qui le réveillais. C'est moi qui m'assurais que son ordinateur portable était chargé. C'est moi qui payais ses frais d'inscription. J'étais les garde-fous qui maintenaient sa vie sur les rails. Sans moi pour gérer son emploi du temps et sans Wi-Fi à la maison pour vérifier son portail, Lucas s'est réveillé en retard. J'ai appris par une connaissance commune que Lucas avait sprinté jusqu'au centre d'examen avec 45 minutes de retard, complètement négligé. Le surveillant, un homme âgé strict nommé Monsieur Dubois, n'en voulait rien savoir. Monsieur Dubois était un homme qui respectait le travail acharné et la ponctualité. 2 choses qui manquaient à Lucas. Lucas a essayé de faire une crise de colère. Il a essayé de blâmer le trafic, l'Internet à la maison, ses parents. Monsieur Dubois l'a juste regardé par-dessus ses lunettes, a secoué la tête et lui a fermé la porte au nez. Lucas a échoué au cours. Il a perdu ses frais d'inscription. Son grand projet de devenir un agent immobilier vedette s'est évanoui parce qu'il n'y avait pas de grand frère pour le sortir du lit. Le filet de sécurité avait disparu et l'enfant doré avait finalement touché le béton. Tandis que Lucas échouait dans la vie, Antoine faisait face à son propre effondrement structurel. Vous vous souvenez de la plomberie rouillée d'il y a quelques années? Eh bien, le vieux chauffe-eau de la cave a finalement lâché complètement. Il n'a pas seulement fui, il a éclaté. Normalement, Antoine m'aurait appelé à l'aide et j'aurais passé mon samedi à la cave avec une clé à molette, où j'aurais payé un plombier professionnel d'urgence $300 de l'heure pour le réparer. Cette fois, Antoine était seul et n'avait pas d'argent parce que ses revenus disponibles étaient bloqués dans les paiements mensuels de sa précieuse Porsche. Le sous-sol a été inondé. Le placo-plâtre a absorbé l'eau comme une éponge, ruinant le revêtement de sol et causant un risque massif de moisissure. Le stress de vivre dans une maison sombre, froide, humide, sans Internet et avec un fils qui échoue, a commencé à ronger Antoine. Antoine était un homme qui avait besoin de se sentir supérieur. Il tirait sa valeur de la projection d'autorité, mais l'autorité est bon marché quand quelqu'un d'autre paie les factures. Antoine travaillait comme cadre intermédiaire dans un centre de distribution de pièces automobiles. Son patron, Monsieur Duval, était un cadre sans fioriture qui exigeait des résultats. À la fin de la 2e semaine, la vie personnelle d'Antoine empiétait sur son travail. Il arrivait en retard. Ses vêtements étaient froissés parce que Sophie ne pouvait pas faire fonctionner la machine à laver. Il était privé de sommeil et furieux contre le monde. Lors d'une importante réunion de fournisseurs, Monsieur Duval a demandé à Antoine un rapport trimestriel. Antoine, complètement désorganisé et épuisé, ne l'avait pas. Quand Monsieur Duval l'a réprimandé devant l'équipe, Antoine a craqué. L'ego fragile d'un homme dont la maison s'effondrait a pris le dessus. Il a crié sur Monsieur Duval. Il a jeté un dossier à travers la table de conférence. On ne peut pas jeter un hot-dog à son patron et s'attendre à ce qu'il l'accepte. Monsieur Duval l'a licencié sur le champ. La sécurité a escorté Antoine hors du bâtiment. La couronne de papier avait pris feu et le roi était officiellement au chômage. Au 14e jour, mon téléphone a enfin commencé à bourdonner avec des appels et messages de la famille. Le silence s'était brisé, remplacé par les sons désespérés d'un navire en perdition. Sophie a envoyé un message en premier. Les messages sont arrivés en rafales rapides. Une leçon magistrale de manipulation émotionnelle. Maxime, s'il te plaît. Nous devons parler. Ton père est sous tellement de stress. Il a perdu son travail. Lucas est déprimé. La maison sent le moisi. Nous sommes une famille. Maxime, s'il te plaît,
rentre à la maison. J'ai fixé le texte. S'il te plaît, rentre à la maison. Pas parce qu'il me manquait. Pas parce qu'ils réalisaient qu'ils avaient tort. Mais parce que la maison sentait le moisi et que les portefeuilles étaient vides. Avant même que je puisse traiter son message, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. Tante Carole, la même tante Carole qui, il y a 2 semaines, hurlait ivre que j'étais un moins que rien et encourageait tandis que ma vie était jetée sur l'herbe. J'ai répondu en la mettant sur haut-parleur par pure curiosité morbide. Maxime, chéri, comment vas-tu? Sa voix était douceâtre, empreinte d'une fausse chaleur. Je vais bien, Carole. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé sèchement. Elle s'est éclaircie la gorge, soudain nerveuse. Eh bien, tu sais, les choses sont un peu difficiles en ce moment. Ma voiture a besoin de nouveaux freins, et ton père m'aide habituellement, mais il a quelques problèmes. Je me demandais, puisque tu n'as plus de loyer à payer dans la grande maison, si tu pouvais prêter $500 à ta tante préférée, juste jusqu'au mois prochain. J'ai serré le bord de ma table, l'audace pure et simple de ces gens. Elle avait aidé à orchestrer mon humiliation publique, m'avait ri au nez, et maintenant elle voulait un prêt sur salaire. Carole, ai-je dit, ma voix tombant à un registre bas et dangereux. Si jamais tu rappelles ce numéro, je publierai la vidéo de toi hurlant ivre sur la pelouse sur le groupe Facebook de ton église. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mon téléphone a de nouveau vibré. Sophie, pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît? Je te le demande en tant que ta mère au café de la 5e rue demain à midi. J'ai regardé par la fenêtre de mon petit appartement. La ville continuait sa vie, complètement inconsciente de la dévastation absolue qui se déroulait dans le foyer du bois. Je les avais regardés souffrir de loin. Il était maintenant temps de les regarder dans les yeux. J'ai tapé un seul mot et j'ai appuyé sur envoyer. D'accord. Le café de la 5e rue était un terrain neutre. Il était calme, rempli de gens sur des ordinateurs portables et de couples parlant à voix basse. Ce n'était pas un endroit où l'on pouvait crier sans avoir l'air fou. C'était délibéré de ma part. Je suis arrivé 10 minutes en avance, j'ai commandé un café noir et j'ai pris place dans le coin arrière. Je portais un costume sur mesure de mon nouveau poste. J'avais l'air élégant, reposé et intouchable. À midi pile, la cloche au-dessus de la porte a sonné. Sophie et Lucas sont entrés. Ils avaient l'air affreux. Sophie avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux n'étaient pas lavés et elle portait un pull froissé. Lucas ressemblait à un fantôme. Il était avachi, évitant tout contact visuel avec quiconque dans la pièce. Ils m'ont repéré et se sont précipités vers moi. Ils se sont assis en face de moi. Sophie a immédiatement tendu la main sur la table, essayant de me prendre la main. J'ai retiré ma main et je l'ai enroulée autour de ma tasse de café. Maxime, a commencé Sophie, sa voix tremblant à l'instant. Les larmes montaient à ses yeux. Les larmes publiques et pathétiques destinées à me faire sentir comme un monstre. Je suis tellement désolé. Les choses ont tellement dégénéré. Ton père était émotif. Nous étions tous émotifs. Personne ne voulait que ça aille aussi loin. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma veste, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la galerie de photos. J'ai tourné l'écran vers elle et je l'ai glissé sur la table. C'était la photo de l'énorme bannière. Dégage, parasite. Comment étais-je censé interpréter une fête planifiée célébrant mon exil, maman? Ma voix était basse, stable et dépourvue de toute chaleur. Vous avez loué des lumières. Vous avez imprimé une bannière. Vous avez invité le quartier à regarder. Sophie a détourné le regard, essuyant ses yeux frénétiquement. Lucas s'est agité sur sa chaise. Il a regardé la table, ses mains gigotant. Puis il a parlé, livrant la vérité la plus honnête et la plus pathétique de toutes les preuves. On ne pensait pas que tu nous laisserais vraiment gérer tout ça, mon pote, a murmuré Lucas. Papa disait que tu dormirais dans ta voiture un week-end, que tu aurais peur et que tu reviendrais t'excuser. J'ai fixé mon frère. C'était ça. La grande stratégie. Ce n'était pas juste une expulsion. C'était une tactique d'effondrement psychologique. Il voulait m'humilier si gravement, briser mon esprit si complètement que je reviendrais en rampant, reconnaissant d'être autorisé à entrer, et n'oserais plus jamais remettre en question leur autorité ou mes obligations financières.
Il ne voulait pas se débarrasser de moi. Il voulait me domestiquer. J'ai fouillé dans ma mallette en cuir et j'ai sorti un épais dossier jaune. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les papiers sur la petite table du café, facture de service public, totaux des courses, facture de réparation, virement bancaire pour les frais de scolarité de Lucas, le transfert de 8 000 $ pour le toit. Voilà à quoi ressemblait la famille quand c'est moi qui vous portais tous, ai-je dit en tapotant les papiers. J'ai financé cette famille pendant une décennie. J'étais le filet de sécurité, le fonds d'urgence et le punching ball. Sophie a fixé les chiffres. Elle savait que je payais beaucoup, mais en voyant tout cela étalé, le volume d'argent lui a semblé la rapetisser physiquement. Nous t'avons déçu, a-t-elle murmuré. L'échec est privé, ai-je rétorqué sèchement. Ce que vous avez fait était public, délibéré et fier. Sophie a finalement cessé de pleurer et est passée aux affaires. La vraie raison pour laquelle ils étaient ici, Maxime, l'hypothèque a 1 mois de retard. La banque envoie des lettres. Si tu pouvais juste nous aider à rattraper, juste temporairement. Mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message texte d'Antoine envoyé sur le téléphone de Sophie qu'il avait laissé face visible sur la table. L'écran s'est allumé et j'ai pu le lire clairement. Antoine, s'il ne revient pas avec toi, demande-lui s'il comprend ce qui arrive au nom de famille si cette maison est saisie. Il n'était pas désolé. Il s'inquiétait de son image. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste de costume. J'ai baissé les yeux vers les 2 personnes qui étaient autrefois mon monde. Pas d'argent, ai-je dit, ma voix résonnant légèrement dans le café silencieux. Pas de retour en arrière, pas de compte partagé, pas de sauvetage. Lucas a levé les yeux, paniqué. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Vends la Porsche, Lucas. Réduis tes dépenses. Trouve un travail. Fais ce que les adultes font quand ils n'ont plus l'argent des autres. J'ai ramassé mes papiers, les ai remis dans ma mallette et j'ai laissé un billet de 5 $ sur la table pour mon café. Vous avez organisé une fête parce que vous pensiez que ma valeur prenait fin au moment où j'ai cessé de vous être utile, ai-je dit, regardant Sophie droit dans les yeux. Je me suis retourné et je suis sorti du café. En marchant sous le soleil éclatant de l'après-midi, je n'ai pas regardé en arrière. Pendant 3 jours d'un silence angoissant après être sorti de ce café, personne de ma famille ne m'a contacté. Il n'y a eu ni appel manqué, ni messages vocaux furieux d'Antoine tentant désespérément de réaffirmer sa domination sur la situation. Il n'y a eu ni message texte paniqué de Lucas mendiant de l'argent pour les courses. Le silence absolu aurait dû sembler paisible à une personne normale, mais je connaissais ma famille bien trop bien à ce moment-là. Cela ne semblait pas paisible du tout. Cela semblait hautement stratégique. C'était comme l'air lourd et suffocant juste avant qu'une tornade ne touche terre. Quand leur colère agressive n'a pas réussi à me mettre à genoux, ils ont essayé la culpabilité. Quand la culpabilité publique a échoué au café, ils ont essayé la douceur et l'ont déguisée en amour maternel. Alors, quand j'ai reçu un message texte de Sophie un mardi soir me demandant si elle pouvait passer à mon appartement juste pour parler calmement, je savais déjà qu'il y avait un piège massif caché sous cette visite. Elle a dit qu'elle voulait simplement apporter une petite plante d'intérieur pour me féliciter de mon nouvel endroit. J'ai répondu avec mon adresse. Je n'ai pas dit oui parce que je lui faisais soudainement confiance. J'ai dit oui parce que je voulais voir jusqu'où elle irait maintenant que le désespoir absolu et indéniable avait remplacé sa stupide fierté. Mon appartement était petit, exigu et simple. Les meubles étaient incroyablement bon marché. Les rideaux ne correspondaient pas à la moquette, et je n'avais qu'un seul lampadaire qui rendait le salon légèrement plus chaleureux qu'il ne l'était réellement. Mais avant qu'elle n'arrive, je me suis surpris à faire quelque chose de profondément pathétique. J'ai commencé à ranger frénétiquement la pièce. J'ai commencé à disposer les magazines bon marché sur la table basse. Je créais instinctivement de l'espace pour son confort tout en ignorant complètement mes propres limites. Je me suis arrêté immédiatement. J'ai laissé tomber le magazine que je tenais sur la table. C'était ma maison maintenant. Elle pouvait y entrer, mais elle ne pouvait absolument pas contrôler l'atmosphère à l'intérieur. Quand Sophie a finalement frappé à la porte du 304, elle tenait une fougère verte en pot dans une main et une boîte de pâtisserie blanche dans l'autre. Elle est entrée dans mon appartement avec ce sourire prudent et serré que les gens affichent quand ils veulent être crédités d'avoir essayé avant d'avoir réellement fait quelque chose de significatif. Elle a regardé l'espace de vie exigu, ses yeux scannant la peinture écaillée près des plaintes.
Elle a forcé un ton joyeux et a dit que l'endroit était très douillet. Elle a dit que je m'étais incroyablement bien débrouillé compte tenu des circonstances. Elle m'a même regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle était fière de moi pour être retombée sur mes pieds si rapidement. Ce mot précis m'a presque fait éclater de rire. Fière. Elle n'était pas fière quand mes affaires ont été jetées sur la pelouse humide pour que les voisins les voient. Elle n'était pas fière quand Antoine m'a humilié devant nos proches. Mais maintenant que j'avais survécu sans eux, elle voulait désespérément admirer le résultat. Pendant les 10 premières minutes, elle a maintenu la conversation incroyablement légère et décontractée. Elle m'a posé des questions sur mon nouveau quartier. Elle m'a posé des questions sur ma récente promotion au travail et mon nouveau salaire. Elle m'a demandé si je dormais mieux loin du bruit de la banlieue. Puis, exactement comme une horloge, les questions ont changé. Le loyer était-il cher dans ce quartier de la ville? Est-ce que je me débrouillais bien financièrement seul? Avais-je pu économiser une bonne somme d'argent depuis que j'avais déménagé? Je connaissais ce schéma toxique dans mes os. D'abord venait la fausse sollicitude maternelle. Puis venaient les questions pratiques sur mes finances. Et enfin, la demande massive cachée sous une épaisse couche de devoirs familiales. Sophie a fouillé dans son grand sac en cuir et a sorti une épaisse enveloppe blanche. Elle l'a posée en plein centre de ma table basse bon marché. Elle a gardé sa main à plat dessus, me regardant avec des yeux larmoyants. Je n'ai pas parlé. Je me suis penché en avant et j'ai fermement tiré l'enveloppe de sous sa main. J'ai ouvert le rabat. À l'intérieur se trouvaient 3 avis de retard de paiement finaux des compagnies de services publics, un avertissement sévère de la banque concernant l'hypothèque, un rappel de paiement tardif pour la ridicule Porsche d'Antoine, et une liste manuscrite des dépenses ménagères. Tout en bas de la pile se trouvait une phrase écrite de la main soignée de Sophie, « Même si tu ne reviens pas, tu peux toujours faire ce qui est juste en tant que notre fils. » J'ai levé les yeux du morceau de papier. J'ai regardé droit la femme qui m'avait aidé à grandir. La femme qui était restée silencieuse pendant mon bannissement. Alors c'est pour ça que tu es vraiment venu. Sophie a commencé à pleurer immédiatement. Mais ce n'étaient pas les larmes brutes et embarrassées du café. Ses larmes semblaient minces, frustrées et en colère. Elle a élevé la voix en disant qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit qu'Antoine était complètement impossible à vivre depuis qu'il avait perdu son emploi. Elle a même mentionné le mot divorce, affirmant que le stress financier déchirait leur mariage. Elle a dit que Lucas s'effondrait et que la maison était littéralement noyée sous les dettes. Je lui ai rendu l'enveloppe et je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. Je lui ai dit que je ne paierais plus une seule facture pour des gens qui avaient célébré le fait de se débarrasser de moi. Elle a pris l'enveloppe, a repris sa plante et est partie. L'appartement a instantanément semblé plus propre. 2 jours plus tard, Sophie a rapporté sa misérable fougère en pot et sa pile de factures en retard à la maison Dubois qui s'effondrait. Le téléphone a recommencé à sonner. Cette fois, c'était Antoine. J'ai failli ignorer l'appel entrant lorsque son nom a clignoté sur mon écran. Mais une partie sombre et curieuse de moi voulait entendre exactement comment un homme sonne lorsque son orgueil massif et fragile commence à s'effondrer sous de réelles conséquences implacables. J'ai appuyé sur accepter et j'ai mis le téléphone à mon oreille sans dire un mot. Sa voix était beaucoup plus basse que d'habitude. Elle était plus lente aussi, comme si chaque mot devait traverser un champ de verre brisé pour sortir de sa gorge. Il s'est éclairci bruyamment la gorge avant de parler. Il a dit qu'il voulait me rencontrer en face à face, d'homme à homme, pour régler tout ce malentendu. Je lui ai dit qu'il pouvait dire tout ce qu'il avait à dire au téléphone, ou je raccrocherais immédiatement. Il y a eu un silence lourd et suffocant sur la ligne. Puis Antoine a finalement admis que la maison était en grave difficulté financière. Il a avoué qu'il avait été incroyablement en colère pendant des mois. Il était en colère à cause de l'argent, honteux que les choses soient instables et amer que toute la famille soit devenue complètement dépendante de mon salaire pour survivre. Il a dit que personne dans cette maison ne voulait admettre que c'était de la charité. Il a admis que lorsque tante Carole et les proches avaient commencé à plaisanter sur moi ce soir-là, il s'était joint à eux parce que cela lui semblait plus facile que de les arrêter. Cela lui semblait plus facile que de me défendre devant ses pairs. Il était simplement plus facile de me jeter un hot-dog aux pieds que d'admettre que la personne qu'il se moquait le plus fort était la seule à tenir le toit au-dessus de sa tête. Je l'ai écouté parler plus longtemps qu'il ne le méritait. Je voulais savoir si une véritable responsabilisation se formerait un jour pleinement dans son esprit. Cela a failli être le cas.
Et puis, fidèle à sa nature arrogante, il l'a complètement gâché. Je sais que nous t'avons blessé, Maxime, a dit Antoine, son ton redevenant soudain celui du père autoritaire. Mais si tu comprends ce qui est en jeu ici, peut-être verras-tu pourquoi nous devons passer à autre chose. Je ne te demande pas d'oublier. Je te dis que nous devons passer à autre chose. Pour le nom de la famille, les voisins commencent à parler. Il agissait comme si ma douleur devenait déraisonnable au moment précis où les personnes qui l'avaient causée avaient besoin d'efficacité financière. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté avec sa logique tordue. Je lui ai juste dit que j'avais un document légal à lui envoyer. Et après qu'il l'ait lu, il n'y aurait absolument plus rien à discuter. J'ai raccroché le téléphone. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon oncle Olivier. Olivier était le frère aîné d'Antoine. Il avait toujours été le plus discret, celui qui restait en dehors des drames familiaux et s'occupait de ses affaires. Quand j'ai répondu, Olivier a utilisé sa meilleure voix de sage aîné. « Maxime, écoute-me, dit Olivier doucement, essayant de ressembler à un médiateur. Je sais que ton père a foiré. C'est un idiot. Mais tu es un homme adulte avec un bon salaire. Tu dois être la personne la plus grande ici. Ils vont perdre la maison. Envoie-leur juste assez pour couvrir l'hypothèque pendant quelques mois jusqu'à ce que ton père trouve un autre emploi. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, fixant le plafond. « Pourquoi es-tu si investi dans tout ça ? » Soudain, Olivier, tu n'étais pas à la fête. Tu ne t'es pas soucié quand mes affaires ont été jetées dans la saleté. Olivier s'est raclé la gorge nerveusement, parce que nous sommes une famille. Eh bien, Antoine m'a appelé ce matin en pleurant. Il m'a demandé un prêt de 10 000 $. Maxime, je ne peux pas me permettre ça. Mes enfants ont leur fonds d'études à gérer. Si tu n'interviens pas et ne t'occupes pas de tes parents maintenant, il va continuer à venir me voir, moi et le reste de la famille, pour des aumônes. Tu dois arranger ça pour qu'il nous laisse tranquilles. J'ai ri. C'était un son froid et amer qui a résonné dans l'appartement vide. Oncle Olivier ne se souciait pas de ma relation avec mes parents. Il ne se souciait pas de la maison. Il était juste terrifié à l'idée que le parasite financier que je nourrissais depuis 10 ans s'intéresse soudain à son portefeuille. Je ne suis pas un bouclier humain pour ton compte bancaire, Olivier, ai-je dit sèchement. Dis à Antoine non. C'est un mot très facile à apprendre. Je te recommande fortement de le pratiquer. J'ai mis fin à l'appel et j'ai jeté le téléphone sur le canapé. J'ai réalisé à ce moment-là que simplement les couper et ignorer leurs appels ne suffirait pas. Tant qu'ils croiraient avoir droit à mon argent, ils continueraient d'essayer de forcer ma porte. Ils continueraient d'envoyer des singes volants comme oncle Olivier pour me culpabiliser et me soumettre. J'avais besoin de construire un mur massif, impénétrable, qu'ils ne pourraient jamais escalader. Le lendemain matin, j'ai pris une demi-journée de congé au travail. Je suis entré dans un élégant immeuble de bureaux du centre-ville aux façades de verre et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. J'avais rendez-vous avec un avocat nommé Maître Lefebvre. Maître Lefebvre était intelligent, très calculateur, et spécialisé dans les litiges civils et le recouvrement d'actifs. Son bureau sentait le cuir coûteux et le café frais, un contraste frappant avec la fête chaotique et bruyante sur la pelouse à laquelle j'avais été soumis quelques semaines auparavant. Je me suis assis en face de son lourd bureau en chêne et j'ai ouvert ma mallette en cuir. J'ai sorti exactement le même dossier jaune que j'avais montré à ma mère au café. J'ai étalé les documents sur son bureau un par un, les factures de services publics, les paiements de frais de scolarité, et surtout, les reçus de virement bancaire des 8 000 $ pour la réparation du toit qui s'était mystérieusement transformé en acompte pour la Porsche de luxe d'Antoine. J'ai expliqué toute la situation à Maître Lefebvre. Je lui ai dit que ce n'était pas un simple litige familial sur des sentiments blessés. Il s'agissait d'une extraction financière qui durait depuis une décennie, culminant en une humiliation publique. Maître Lefebvre a ajusté ses lunettes et a examiné attentivement les documents, ses yeux parcourant les chiffres. Une grande partie de cela pourrait être légalement interprété comme un soutien familial volontaire, a-t-il dit, tapotant un stylo argenté coûteux sur son menton. Les tribunaux considèrent généralement le paiement de la facture d'électricité de vos parents comme un don. Cependant, ces sommes forfaitaires importantes, en particulier les 8 000 $ pour la réparation du toit. Aviez-vous un accord écrit stipulant qu'il s'agissait d'un prêt et non d'un don? J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé l'historique des messages textes d'Antoine le jour exact du virement.
J'ai posé le téléphone sur le bureau et je l'ai fait glisser vers Maître Lefebvre. Antoine, Maxime, j'ai besoin de 8 000 aujourd'hui pour l'entrepreneur où le toit s'effondre. Je te rembourserai intégralement d'ici décembre lorsque mon bonus annuel sera versé. Promis. Maître Lefebvre a lu le message texte. Il a souri. C'était un sourire terrifiant, brillant, prédateur. C'est là une reconnaissance écrite d'un prêt. Un prêt qu'il a obtenu sous de faux prétextes puisqu'il a utilisé les fonds pour acheter un véhicule de luxe au lieu de réparer un danger pour la propriété. C'est une fraude passible de poursuite, Maxime. Je ne veux pas nécessairement les détruire, ai-je dit doucement, regardant par la grande fenêtre le gratte-ciel de la ville. Je veux juste qu'ils réalisent que je ne joue pas. Je veux qu'ils me laissent seul pour toujours. Alors nous les frappons là où ça fait le plus mal. L'ego et le portefeuille, a répondu Maître Lefebvre, tirant un bloc-notes juridique vierge vers lui. Nous avons passé l'heure suivante à rédiger une lettre de mise en demeure formelle. C'était un morceau de papier brutal et impitoyable. Il exposait exactement combien de mon argent avait servi à maintenir leur foyer en vie sous de fausses promesses de remboursement. Il exigeait spécifiquement le retour immédiat des 8 000 $ de la fraude au prêt automobile. Il indiquait clairement que si les fonds n'étaient pas remboursés intégralement dans les 30 jours, mon conseiller juridique déposerait une plainte civile, mettrait un lourd privilège sur leur propriété et pourrait éventuellement demander une ordonnance du tribunal pour saisir la Porsche en question. Maître Lefebvre a imprimé la lettre sur du papier à en-tête de cabinet d'avocats épais et filigranés. J'ai signé mon nom en bas. Nous avons envoyé la lettre de mise en demeure par courrier recommandé à la Maison du Bois. Ils ont dû la signer à la livraison. Il était impossible d'ignorer cela. 2 jours plus tard, mon téléphone a complètement explosé. La notification de suivi sur mon téléphone a confirmé que la lettre avait été signée et livrée exactement à 11 h. À 11h05, Antoine m'a appelé 6 fois de suite. Sophie a appelé 4 fois. Lucas m'a envoyé un mur de texte en majuscules disant que j'étais un psychopathe qui déchirait la famille à cause de l'argent. J'ai finalement répondu au 7e appel d'Antoine. Il hyperventilait. Le ton arrogant et exigeant avait complètement disparu. Il sonnait comme un animal terrifié et piégé. Il m'a demandé si j'allais vraiment traîner ma propre chair et mon sang devant un tribunal public. Il m'a demandé si j'allais vraiment mettre un privilège sur la maison familiale. Je ne vous fais rien, ai-je dit calmement. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Vous avez organisé une fête pour me demander de partir. Je suis parti. Maintenant, je veux simplement récupérer l'argent que vous m'avez volé. Il m'a traité de monstre sans cœur. Il a dit qu'un procès public humilierait définitivement le nom de la famille. Vous auriez dû penser à l'humiliation publique avant d'accrocher une bannière sur votre pelouse et de laisser tante Carole me crier dessus. J'ai répondu, vous avez exactement 30 jours, Antoine. Vendez la voiture. J'ai raccroché le téléphone et j'ai systématiquement bloqué tous les numéros associés à la famille Dubois. Les retombées de la lettre de mise en demeure ont été absolues, immédiates et à couper le souffle. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Je n'ai pas eu à envoyer un autre message texte. La gravité et la réalité financière ont fait tout le travail pour moi parce que j'avais bloqué tous leurs numéros de téléphone. Les nouvelles désespérées m'ont atteint par fragments, via des voisins bavards et d'anciennes connaissances qui adoraient regarder un train dérailler. Monsieur Martin, le monsieur âgé qui vivait juste à côté de chez mes parents, fut celui qui me donna la mise à jour la plus satisfaisante et la plus vivante de toutes les preuves. Monsieur Martin m'a appelé un vendredi matin frais. Il m'avait toujours apprécié parce que j'étais la seule personne du quartier à jamais déblayer la neige lourde de son allée pendant les hivers rigoureux, pendant que mon frère dormait à l'intérieur. Maxime, mon garçon, tu manques tout un spectacle ici aujourd'hui, dit monsieur Martin, riant doucement dans le combiné. Je suis sur mon porche en train d'arroser mes pétunias. Il y a une énorme dépanneuse poids lourd garée juste devant l'allée de ton père. J'ai fermé les yeux, je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau et j'ai expiré lentement et profondément. Ils prennent la Porsche, Martin? Oh, ils la prennent. D'accord. Le gars de la fourrière l'a accroché à l'élévateur hydraulique en ce moment même. Ton père est dehors en peignoir à carreaux, agitant frénétiquement les bras, hurlant au chauffeur. La moitié de la rue est sur sa pelouse, en train de regarder. Le chauffeur n'a même pas sourcillé. Il a juste tendu à ton père un presse-papier jaune, s'est retourné et a continué à hisser la voiture de luxe sur le plateau. C'est vraiment magnifique.
Antoine n'a pas pu obtenir de prêt bancaire pour me rembourser les 8 000 $ parce qu'il était au chômage et présentait un risque de crédit. Il ne pouvait pas effectuer lui-même les énormes paiements mensuels de la Porsche parce que je ne finançais plus les factures d'épicerie exorbitantes ni l'hypothèque. La banque est intervenue et a saisi le véhicule en plein jour. Le symbole brillant ultime de son faux succès et de son ego massif a été traîné dans la rue tandis que les voisins qu'il avait si incroyablement cherché à impressionner regardaient dans un silence complètement juge. La maison fut la prochaine à craquer. Sans le revenu d'Antoine et sans mes injections massives d'argent d'urgence pour couvrir les lacunes, l'hypothèque a pris un retard considérable. Les avis de la banque s'entassaient sur le comptoir de la cuisine. Ils ont réussi à éviter la saisie complète, mais de justesse. Ils ont dû se traîner jusqu'à la banque et renégocier complètement leur hypothèque, acceptant des taux d'intérêt terribles et punitifs juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Le stress à l'intérieur de ces murs devait être absolument suffocant. La partie la plus fascinante de tout cet effondrement a été d'observer exactement comment la famille élargie a réagi à la catastrophe. Quand la maison du bois a commencé à couler rapidement, tous les proches bruyants et désagréables qui avaient joyeusement assisté à ma fête d'exil ont soudainement disparu dans la nature. Tante Carole, la femme qui avait hurlé que j'étais un moins que rien, a cessé de passer pour des verres gratuits. Oncle Olivier a complètement cessé de répondre aux appels téléphoniques désespérés d'Antoine. Les personnes qui avaient ri le plus fort et bu le plus de bière gratuite lorsque mes affaires avaient été jetées dans la saleté n'avaient absolument aucun intérêt à se présenter avec de l'argent pour les courses, des offres de prêt ou un soutien pratique. Ils adoraient le divertissement gratuit et le drame, mais ils détestaient absolument la facture. La survie est une force motrice incroyablement brutale. Quand des gens arrogants sont poussés au bord de la ruine et réalisent enfin que personne ne viendra les sauver, ils sont forcés d'agir. Antoine, un homme qui considérait autrefois le travail manuel comme complètement indigne de sa dignité, a dû prendre un emploi de chauffeur-livreur pour une quincaillerie locale délabrée. Il a passé ses journées épuisantes à transporter de lourds sacs de ciment, des piles de plaques au plâtre et du bois, gagnant une minuscule fraction de son ancien salaire d'entreprise. Son ego massif a été systématiquement démantelé et écrasé chaque fois qu'il devait pointer et prendre des ordres d'un manager ayant la moitié de son âge. Lucas, l'enfant doré qui n'avait même pas pu se réveiller pour un examen de licence crucial, s'est soudain retrouvé confronté à une véritable famine. Sophie étant complètement incapable de se permettre des produits d'épicerie de première qualité et Antoine refusant absolument de lui donner une allocation hebdomadaire, Lucas a été contraint de trouver un emploi. Le garçon, qui était censé être un agent immobilier vedette portant des costumes de marque, s'est retrouvé à porter un uniforme de polyester gras, travaillant le misérable quart de nuit dans un drive-in de restauration rapide ouvert 24 heures sur 24. Sophie a complètement cessé d'envoyer des messages textes émotionnels via les téléphones d'autres personnes parce que toutes les portes qu'elle utilisait pour entrer dans ma vie étaient fermées à double tour. Elle a dû apprendre à économiser chaque sou. Elle a dû apprendre à acheter des médicaments génériques. Elle a dû apprendre à vivre dans la réalité dure et implacable que son mari avait créée. Ils ont survécu. Les gens le font généralement quand ils n'ont pas d'autre choix. Mais ils ont dû survivre sans mon sang, ma sueur et mon argent pour les maintenir à flot. 6 mois ont passé, une demi-année complètement loin du bruit, des exigences déraisonnables et de l'anxiété constante de vivre sous le même toit que les Dubois. Ma vie était entièrement différente. La promotion que j'avais reçue à l'entreprise de logistique s'accompagnait d'une charge de travail lourde et exigeante. Mais je l'ai abordée avec un esprit complètement clair. Parce que je ne vidais plus mon compte bancaire pour réparer la plomberie défectueuse de quelqu'un d'autre ou pour payer les frais de scolarité de quelqu'un d'autre ou pour financer des modes de vie de luxe factices. Mon compte d'épargne a grimpé en flèche. Les chiffres n'arrêtaient pas de monter. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti financièrement à l'abri des balles. J'ai déménagé de l'appartement exigu et déprimant du 3004. J'ai loué un magnifique loft spacieux dans un quartier bien meilleur et plus calme de la ville. J'ai acheté de vrais meubles de haute qualité qui s'harmonisaient parfaitement. J'ai commencé à aller à la salle de sport tous les matins. J'ai commencé à dormir 8 heures complètes par nuit sans me réveiller en sueur froide, terrifié à l'idée que mon téléphone sonne pour une urgence coûteuse et fabriquée. Je suis même allé chez un concessionnaire un samedi après-midi et je me suis acheté un véhicule. Pas une Porsche tape à accent graveleuil et absurde pour frimer devant des gens que je n'aimais pas, mais un SUV neuf, solide et fiable. J'ai payé une grande partie avec mon propre argent gagné de mes propres mains. Et je ne devais aucune explication ni aucune excuse à personne dans le monde. Pour la première fois de mes 32 ans sur cette terre,
j'ai connu une véritable paix ininterrompue. Le silence n'était plus un vide inconnu et terrifiant. C'était mon sanctuaire. J'ai appris à cuisiner de vrais repas au lieu de manger de la restauration rapide dans ma voiture en me précipitant pour résoudre les problèmes de ma famille. J'ai recommencé à lire des livres. J'ai commencé à vivre pour Maxime, pas pour le nom de la famille Dubois. Il ne restait qu'une dernière affaire désagréable à régler pour clore entièrement ce chapitre de ma vie. Les rumeurs. Même si ma famille souffrait en silence et travaillait à des emplois terribles pour survivre, tante Carole et quelques autres proches amers continuaient de répandre des mensonges malveillants. Ils disaient aux gens de notre réseau élargi et de leur église locale que j'avais cruellement abandonné mes parents dans leur vieillesse. Ils me peignaient comme un fils cupide, ingrat et terrible qui avait obtenu une grosse promotion, s'était laissé monter la tête et avait complètement tourné le dos aux personnes aimantes qu'il avait élevées. Je n'avais pas besoin de crier en public pour me défendre. Je n'avais pas besoin de les exposer avec de longs discours dramatiques lors des réunions de famille. Je n'avais pas besoin de courir après chaque rumeur et de discuter avec des gens ignorants. J'avais juste besoin de montrer calmement les preuves. Je me suis connecté à mon compte de médias sociaux privés où un nombre ciblé de contacts familiaux mutuels et de voisins bavards le verrait certainement. Je n'ai pas écrit un long déferlement émotionnel et dérangé. J'ai publié exactement 2 photos côte à côte. La première photo était une capture d'écran de la lettre de mise en demeure soulignant spécifiquement la fraude au prêt automobile de 8 000 $ commise par Antoine. La deuxième photo était la photo que j'avais prise la nuit de mon exil. L'énorme bannière insultante suspendue aux arbres me traitant de parasite avec tante Carole tenant sa boisson en arrière-plan. J'ai écrit exactement une phrase comme légende pour la publication, le fils que vous avez publiquement traité de parasite payait plus que vous tous réunis. À partir d'aujourd'hui, il ne paie absolument rien. J'ai appuyé sur publier. J'ai fermé l'application. J'ai laissé la vérité indéniable se propager exactement là où elle devait aller. En quelques heures, tout le récit a complètement basculé. Les gens qui m'avaient tranquillement jugé ont soudain vu les chiffres indéniables. Ils ont vu la preuve légale de fraude. Les rumeurs ignobles sur ma cupidité sont mortes instantanément, remplacées par une vague massive et écrasante de honte dirigée directement vers la maison Dubois. Antoine ne pouvait plus regarder ses voisins dans les yeux quand il partait pour son travail à la quincaillerie. Sophie a complètement cessé d'aller à ses clubs sociaux parce que les chuchotements étaient trop forts. Je leur ai enlevé leur argent, mais la vérité indéniable a enlevé la seule chose à laquelle Antoine tenait plus qu'à l'argent, sa précieuse image publique. Assis sur le balcon de mon nouveau loft tranquille, buvant une tasse de café cher et de qualité supérieure, j'ai finalement compris la forme réelle et profonde de la vengeance. Pendant longtemps, j'ai cru que la vengeance devait être active. Je pensais que c'était un feu que vous allumiez dans la maison de quelqu'un d'autre pour les regarder brûler. Je pensais que cela nécessitait de crier, de détruire quelqu'un dans une confrontation dramatique digne d'un film, ou de ruiner délibérément leur vie. Mais j'ai réalisé que la vraie vengeance terrifiante était simplement de les laisser vivre dans la réalité exacte qu'ils avaient créée pour eux-mêmes après avoir retiré de force la seule personne qui les en avait constamment protégés. La vraie vengeance, c'était simplement de sortir par la porte d'entrée et d'emporter l'extincteur avec soi. La vraie vengeance, c'était de leur faire comprendre ma valeur absolue et indéniable seulement après qu'ils aient complètement perdu l'accès à celle-ci pour toujours. Je n'ai pas réellement ruiné la carrière d'Antoine. Son propre ego massif et son terrible tempérament l'ont fait. Je n'ai pas fait échouer Lucas à son examen immobilier. Sa propre paresse profonde et son sentiment de droit l'ont fait. Je n'ai pas personnellement saisi la Porsche de luxe. La banque l'a fait parce qu'il ne pouvait pas se permettre une vie qu'il n'avait pas gagnée. Tout ce que j'ai fait, c'est de cesser de me tenir entre ma famille toxique et les lourdes conséquences de leurs propres actions insensées. Une fois que je me suis éloigné et que j'ai retiré mon filet de sécurité, leur univers entier s'est effondré sous son propre poids pourrissant. La colère qui avait été assise dans ma poitrine pendant 10 ans s'est complètement évaporée. Elle a été remplacée par une indifférence froide et dure. Ils n'étaient plus ma responsabilité. Ils n'étaient que des gens que je connaissais autrefois, luttant pour survivre dans un monde qui exige un effort réel. Je pense encore à cette pelouse humide. Parfois, je pense aux projecteurs aveuglants, à la musique country forte et désagréable, à la bannière cruelle se balançant entre les chaînes et aux rires ivres de mes proches. Je me souviens encore clairement du bruit pathétique de ce hot-dog grillé tombant sur l'herbe près de mes chaussures de travail coûteuses tandis qu'Antoine me souriait d'un air suffisant. Mais quand je me souviens de ce mardi soir maintenant, je ne ressens aucune honte persistante.
Je ne ressens aucune colère brûlante. Je ne ressens qu'un immense sentiment de clarté cristalline parce que cette nuit-là fut le moment exact où la famille Dubois a révélé exactement qui elle était sans ses masques. Et plus important encore, ce fut la nuit où Maxime Dubois a complètement cessé de leur appartenir. Ce fut la nuit où j'ai cessé d'être un distributeur automatique humain, où j'ai cessé d'être un amortisseur pour leurs échecs, et où j'ai finalement commencé à devenir ma propre personne. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, et ce n'était certainement pas facile à vivre. Je partage ce chapitre profondément personnel de ma vie parce que je sais qu'il y a tant de gens qui, en ce moment même, se tuent à la tâche pour maintenir un toit pour des gens qui les regarderaient volontiers se faire écraser si cela servait leurs intérêts. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire où votre immense gentillesse a été prise pour de la faiblesse et où votre aide a été agressivement exigée au lieu d'être appréciée ?